L'Allemagne vient de jeter 500 milliards d'euros dans un gouffre sans fond. Imaginez ce chiffre. C'est assez d'argent pour avoir éradiqué des problèmes entiers. Mais ils l'ont utilisé pour acheter un rêve et l'utopie de l'énergie verte totale. Le problème, c'est que les rêves, lorsqu'ils ignorent les lois de la physique, se transforment en cauchemars. Aujourd'hui, le pays le plus avancé d'Europe démantèle des éoliennes pour extraire du charbon de terre, tandis que ses meilleures entreprises fuient vers la Chine ou les États-Unis pour ne pas faire faillite. Il y a un silence qui effraie plus que n'importe quel vacarme. C'est le silence d'une usine qui a cessé de produire. Imaginez un instant que vous êtes le directeur de l'une de ces usines, colossale au cœur de l'Allemagne, pendant des décennies. Votre entreprise a été le symbole de la perfection, l'endroit où l'acier, la chimie et les voitures prenaient vie pour dominer le marché mondial. Mais aujourd'hui, vous entrez dans l'usine et c'est un silence sépulcral. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de commande, ni parce que vos ingénieurs ont échoué, ni parce que vos ouvriers sont en grève. Elle est silencieuse parce que, tout simplement, vous ne pouvez plus vous permettre d'allumer la lumière. Le coût de l'énergie est passé d'une dépense opérationnelle à une sentence de mort. C'est le début de l'autopsie d'un géant. Bienvenue dans l'histoire de l'erreur de calcul la plus coûteuse de l'ère moderne, l'Allemagne. 4e économie mondiale, moteur de l'Europe, pays de la précision et de l'efficacité, s'est jetée de son plein gré dans un piège dont elle ne sait plus comment sortir. Ils ont dépensé plus de 500 milliards d'euros, un demi-billion, pour tenter de construire un miracle vert, une utopie de vent et de soleil qui promettait une électricité sans culpabilité. Surtout, bon marché. Mais ce qu'ils ont obtenu en échange de cette montagne d'argent est une tragédie économique sans précédent, les prix de l'électricité les plus élevés du monde développés, une industrie qui s'effondre pièce par pièce et dans l'ironie la plus cruelle et la plus sombre qui soit le démantèlement de parcs éoliens pour agrandir des mines de charbon. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce précipice, nous devons voyager dans le temps, vers un monde qui semble aujourd'hui appartenir à une autre galaxie. Nous sommes en 2010 à l'époque. L'Allemagne était l'élève exemplaire de la classe mondiale. Il disposait d'un mix énergétique robuste, d'une stabilité enviable et, surtout pour une puissance exportatrice, d'une énergie très bon marché. Le nucléaire fournissait près de 25% de la puissance du pays. C'était une énergie propre, sans émission de dioxyde de carbone. Et les centrales étaient totalement amorties et payées. Le plan de la chancelière de l'époque, Angela Merkel, était censé et applaudi par les experts utiliser l'énergie nucléaire comme un pont sûr et solide, pendant que les énergies renouvelables croissaient organiquement au cours des décennies suivantes. Merkel n'était pas n'importe quelle politicienne agissant sous le coup de l'impulsion. Elle était docteur en physique quantique, une scientifique qui comprenait parfaitement les chiffres, les mégawatts et la réalité technique de ce que nous appelons la charge de base. Mais le 11 mars 2011, la Terre a tremblé à 90 km de là. Un séisme et un tsunami massif ont frappé la côte du Japon et atteint la centrale nucléaire de Fukushima. Ce fut une immense tragédie humaine, mais elle s'est produite dans une zone de très haute activité sismique, dans une centrale de conception vieille de 40 ans et dans des conditions climatiques extrêmes que l'Allemagne ne connaîtrait jamais. Logiquement, l'Allemagne n'a aucun risque de tsunami. Mais la politique ne se régit pas par la logique du scientifique, mais par l'émotion de la masse. La panique s'était emparée des rues allemandes du jour au lendemain. Le mouvement antinucléaire, qui hibernait depuis des décennies au sein du Parti vert, a vu là son occasion en or. C'était le moment de cri, nous vous avions prévenu, et la société, terrifiée par les images qu'elle voyait à la télévision, a décidé d'arrêter de penser avec sa tête pour commencer à penser avec sa peur. Qu'a fait alors la chancelière physicienne? A-t-elle regardé les données de sécurité de ses propres centrales, qui étaient parmi les plus sûres de la planète? Non. Elle a pris une décision politique calculada pour sauver sa coalition et calmer les masses qui réclamaient des changements radicaux. Quelques jours après Fukushima, Merkel a annoncé l'atomostieg, la fin de l'ère nucléaire en Allemagne. Elle a ordonné l'arrêt immédiat de 8 réacteurs. Comme on éteint une ampoule dans une pièce sombre sans savoir où se trouvent les meubles. C'était le péché originel. Imaginez que vous viviez dans une maison avec une vieille chaudière, mais très fiable, qui garde votre famille au chaud en hiver. Vous décidez que vous voulez être plus écologique et installer des panneaux solaires. C'est un noble objectif. Mais au lieu d'installer d'abord les panneaux, de vérifier s'ils fonctionnent, puis de retirer la chaudière, vous décidez de détruire la chaudière à coups de masse en pleine tempête de neige et de vous dire « ce n'est pas grave, le soleil finira par se lever tôt ou tard ». Allemagne a pris 17 centrales nucléaires qui étaient des joyaux d'ingénierie et a décidé de les jeter à la poubelle. Il n'ajoutait pas de nouvelles capacités au système pour croître.
Ils dépensaient des milliards d'euros simplement pour tenter de remplacer ce qui fonctionnait déjà parfaitement et qui, en plus, n'émettait pas de gaz à effet de serre. C'était un suicide économique déguisé en progrès moral. Entre 2010 et 2020, l'Allemagne a versé des subventions massives dans ce qu'ils ont appelé l'NUN. Chaque famille allemande, chaque petite boulangerie et chaque géant de l'automobile a commencé à payer une surtaxe verte sur sa facture. Les prix ont grimpé à des niveaux tels que produire de l'acier, des produits chimiques sur le sol allemand est devenu un sport à risque, mais voici la partie que les politiciens en mettent dans leur brillante conférence malgré ces 500 milliards dépensés. Les émissions de carbone de l'Allemagne ont à peine baissé pendant une décennie entière. La physique a une règle qu'aucun parlement ne peut nier: si le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas, le réseau électrique s'effondre. Dans le nord de l'Europe, le ciel gris et l'absence d'air sont la norme, pas l'exception. En fermant ses centrales nucléaires, l'Allemagne n'avait plus de soutien propre pour les jours de calme. Alors, pour que le pays ne subisse pas de blackout total, ils ont dû recourir au lignite, le charbon le plus sale et le plus polluant qui puisse être extrait de la terre. Le pays qui voulait donner des leçons d'écologie au monde a fini par dépendre de la roche la plus encrassée. Pour ne pas rester dans le noir, les gens ont commencé à remarquer les fissures dans le système. La grand-mère allemande qui ouvrait sa boîte aux lettres et trouvait une facture d'électricité qui avait doublé en 3 ans ne comprenait rien à la transition énergétique, mais elle comprenait qu'elle ne pouvait plus chauffer sa maison sans avoir peur de ne pas boucler ses fins de mois. Pendant ce temps, dans les bureaux de Berlin, les politiciens continuaient de sourire, convaincus que leur supériorité morale les protégerait des conséquences économiques. Mais l'économie n'a pas de sentiment. On ne peut pas alimenter une industrie lourde qui rivalise mondialement avec une énergie capricieuse et chère. On a besoin d'une base, d'une fondation stable que l'Allemagne a décidé de démolir par pure panique politique. L'Allemagne s'était retrouvée sans sa base nucléaire par port, mais elle avait encore besoin d'un plan de secours pour ses hivers sombres. C'est là qu'entre en scène le deuxième acte de cette tragédie est l'addiction chimique au gaz bon marché de la Russie. Ils ont décidé que, s'ils ne voulaient ni nucléaire ni charbon, le gaz naturel serait leur pont vers l'avenir. Mais il y avait un petit problème, l'Allemagne n'a pas de gaz. Ils ont donc décidé de confier les clés de leur survie industrielle à Vladimir Poutine. Selon une théorie politique aussi optimiste qu'ingénue, le changement par le commerce. Ils pensaient que s'ils achetaient assez de gaz, la Russie deviendrait une démocratie libérale et n'oserait jamais mordre la main qui la nourrissait. C'était un pari désespéré qui ignorait des siècles d'histoire géopolitique. Ils ont construit des pipelines massifs sous la mer comme le Nord Stream, ignorant les avertissements désespérés de la Pologne ou de l'Ukraine qui leur criaient qu'ils livraient un interrupteur des arrêts de leur économie à un rival stratégique. Il y a même eu un moment qui ressemble aujourd'hui à une scène de film d'horreur en 2018 aux Nations Unies. La délégation allemande a été avertie que sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie la rendrait vulnérable et la mettrait à genoux en cas de conflit. La réaction des diplomates allemands a été de rire. Ils se sont moqués ouvertement devant les caméras, avec ce sourire de celui qui se croit le plus malin de la classe et pense que le reste du monde ne comprend pas la sophistication de sa diplomatie. Aujourd'hui, ce rire est un écho amer dans les usines vides de Bavière. Lorsque les chars russes ont franchi la frontière en 2022, le piège s'est refermé brutalement sur le cou de l'Allemagne. Ils ont réalisé que leur miracle n'était en réalité qu'un château de cartes soutenu par le gaz russe bon marché. Le prix de l'énergie n'a pas seulement augmenté, il est devenu vertical. Et à cet instant, le moteur de l'Europe a commencé à s'arrêter, réalisant que l'idéologie est un luxe que l'on ne peut s'offrir que lorsque l'on a l'énergie assurée. Toute grande chute commence par une séduction. Pour l'Allemagne, cette séduction n'est pas venue sous la forme d'une conquête militaire, mais à travers quelque chose de bien plus subtil et dangereux, un flux constant, invisible et ridiculement bon marché de gaz naturel. Après la décision viscérale d'éteindre ses centrale nucléaire, le géant allemand s'est retrouvé dans une position d'extrême vulnérabilité. C'était comme un athlète qui, dans un élan d'idéalisme, déciderait de se couper une jambe et se demanderait ensuite comment il va bien pouvoir courir son marathon. La réponse qu'ils ont trouvée à Berlin n'était pas l'autosuffisance, mais un pacte faustien avec le Kremlin. Ils ont décidé que leur survie industrielle dépendrait un fil d'acier venant directement des steppes de Sibérie. Ce lien n'a pas été présenté comme une faiblesse, mais comme un coup de génie diplomatique. Les dirigeants allemands ont baptisé cette stratégie d'un nom qui distillait une arrogance intellectuelle presque poétique, Wandeldurch 0-100-000-100, où le changement par le commerce, la théorie était si optimiste qu'elle frisait la naïveté. Ils pensaient que s'ils intégraient l'économie de la Russie à la leur,
S'il devenait le meilleur client de Poutine, il finirait par le civiliser. Il croyait que le tintement de l'argent allemand serait plus fort que les tambours de guerre russes. Ce fut le moment où l'Allemagne a cessé d'être un pays souverain pour devenir un otage qui payait sa propre rançon chaque mois. Convaincu d'avoir encore le contrôle de la situation, sous ce sortilège du gaz bon marché, l'Allemagne s'est lancée dans la construction de toute son architecture industrielle sur des fondations de sable. Les pipelines du Nord Stream ont été érigés comme des monuments à une nouvelle ère de paix, ignorant que chaque mètre d'acier sous la mer Baltique était en réalité le maillon d'une chaîne qui les liait à la volonté d'un seul homme, tandis que le gaz coulait à des prix dérisoires. L'industrie allemande vivait une ère de dopage financier. Des entreprises comme BASF, Siemens ou Volkswagen affichaient des marges bénéficiaires records parce que leur énergie était, en pratique, subventionnée par la géopolitique russe. C'était une époque de cécité volontaire. Berlin se sentait l'architecte de l'Europe, dictant des leçons de moralité et d'économie au reste du continent, alors que son propre moteur ne tournait qu'avec la permission de Moscou. Mais la réalité finit toujours par frapper cruellement ceux qui se moquent d'elle, et l'Allemagne a ri, littéralement. Nous devons nous arrêter sur un moment qui devrait aujourd'hui être enseigné dans toutes les écoles de commerce et de diplomatie est l'année 2018 à l'Assemblée générale des Nations unies. Dans ce théâtre, sous les yeux du monde entier, la délégation allemande a été avertie crûment que sa dépendance totale à l'égard de la Russie la laisserait sans défense. La caméra a capté l'instant précis. Et c'est une image qui aujourd'hui glace le sang. Les diplomates allemands se sont regardés, ont éclaté de rire, ils se sont moqués ouvertement de cet avertissement, avec la suffisance de celui qui se croit trop sophistiqué pour être trompé. Ce rire est aujourd'hui l'épitaphe d'une ère de superbe allemande. Ils pensaient que les chars et les frontières étaient des concepts du XIXe siècle que le commerce avait effacés, sans comprendre que pour d'autres, le commerce était simplement une autre façon de faire la guerre. Le réveil a sonné le 24 février 2022 et ce ne fut pas un réveil en douceur, ce fut un coup sec derrière la nuque lorsque les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne. Le piège que l'Allemagne avait construit avec tant de soin et d'argent s'est refermé brutalement. Du jour au lendemain, le gaz bon marché n'était plus une ressource. C'était un chantage. Poutine a commencé à jouer avec les vannes comme un marionnettiste, invoquant des problèmes techniques fictifs tandis que le prix de l'énergie en Allemagne devenait vertical, se multipliant par 10 en quelques semaines seulement. À cet instant précis, le miracle allemand s'est révélé pour ce qu'il a toujours été, un mirage soutenu par la bienveillance d'un rival. Ce qui a suivi n'a pas été une simple crise. Ce fut le début d'un exode silencieux et déchirant. Imaginez ce que ressent le propriétaire une entreprise familiale installée en Saxe depuis 3 générations lorsqu'il reçoit une facture d'électricité supérieure à la totalité de son bénéfice annuel. Ce n'est pas une statistique, c'est la fin d'une identité. La désindustrialisation a cessé d'être un spectre pour devenir une réalité qui vide le cœur de elle. Allemagne, des géants qui ont survécu à 2 guerres mondiales et à la chute du mur de Berlin, signent aujourd'hui leurs actes de décès sur le sol européen. BASF, le cœur chimique du continent, a annoncé des fermetures permanentes et des licenciements massifs. Où partent-ils? En Chine, aux États-Unis, partout où l'énergie n'est pas une arme pointée sur leur poitrine. Lorsqu'une usine chimique ou une fonderie d'acier ferme ses portes dans la rue, ce n'est pas seulement un bâtiment qui se vide, c'est le savoir-faire accumulé pendant des décennies qui s'évapore. Ce sont les emplois à haute rémunération qui permettaient à la classe moyenne allemande de rêver de l'avenir. C'est là le véritable coup de l'erreur et l'Allemagne exporte son futur pour tenter de sauver un présent qui n'existe déjà plus. Le pays qui se définissait par ce qu'il fabriquait est en train de devenir, peu à peu, un musée de sa propre gloire passée. Ils ont réalisé, trop tard, que l'on ne peut pas diriger le monde avec de bonnes intentions si elle en a remis interrupteur de sa propre maison à son ennemi. L'hypocrisie qui a suivi cet effondrement a été presque aussi douloureuse que la crise elle-même. Le gouvernement qui voulait sauver la planète a dû sortir sur le marché mondial pour mendier du charbon et du gaz liquéfié, brûlant tout ce qu'il fallait pour que ses citoyens ne meurent pas de froid. Ils ont dû nationaliser des entreprises énergétiques à un coût astronomique pour éviter que le système financier tout entier ne vole en éclats. L'expérience de la transition verte allemande, qui devait être le phare du XXIe siècle, a fini par être un mécanisme d'inefficacité digne d'une machine de Rube Goldberg, où l'on paie plus cher pour une énergie qui pollue davantage. Ils se sont jetés dans le vide, espérant que le parachute des renouvelables s'ouvrirait, pour découvrir que le parachute n'était même pas fini d'être cousu. Comment les esprits les plus brillants de l'ingénierie européenne ont-ils pu échouer de manière aussi retentissante? La réponse est humaine, ils sont tombés amoureux de leur propre récit. Ils se sont convaincus
Ils pouvaient plier la physique et l'économie par la simple volonté politique. Ils ont cru que, s'ils installaient assez d'éoliennes, le soleil brillerait par décret. Mais le monde réel ne fonctionne pas avec des souhaits. Pendant que l'Allemagne se concentrait sur sa supériorité morale, le reste de la planète continuait de jouer une partie d'échecs géopolitiques bien plus brutale. Aujourd'hui, le géant est assis dans son usine silencieuse, fixant des tuyaux vides et se demandant à quel moment précis il a décidé que l'idéologie était plus importante que la réalité. La tragédie, c'est que le reste de l'Europe est attaché à ce même moteur qui fume désormais, et si l'Allemagne ne trouve pas le moyen de réagir, sa chute sera l'écho qui marquera la fin d'une ère pour tout le continent. Si la crise énergétique a été un infarctus soudain pour l'Allemagne, ce dont nous allons parler maintenant est quelque chose de bien plus insidieux, un cancer qui dévore les fondations du pays de l'intérieur depuis des décennies. Car on peut acheter du gaz sur d'autres marchés et on peut construire de nouvelles centrales électriques avec le temps. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas fabriquer sur une chaîne de montage ni importer en urgence par bateau: la jeunesse, l'innovation et la soif d'avenir. Et l'Allemagne est en train de devenir une nation de retraités vivant dans un musée de sa gloire passée, et c'est la véritable raison pour laquelle le géant n'a plus la force de se relever. Imaginez un petit village au cœur de la Souabe, le berceau de cette célèbre ingénierie de taille moyenne allemande, ces entreprises qui soutiennent réellement le pays. Vous entrez dans un atelier de précision qui fabrique les meilleures pièces du monde depuis 100 ans. Le propriétaire, un homme de 65 ans maintenu par le métal, regarde vers la porte, attendant un apprenti qui ne vient jamais. Ce n'est pas seulement que les jeunes ne veulent plus travailler de leurs mains, c'est que, tout simplement, les jeunes n'existent plus en nombre suffisant. L'Allemagne possède l'une des populations les plus vieillissantes de la planète. Et cela tue la capacité du pays à réagir aux crises. Une société qui vieillit est une société qui a peur du changement. Lorsque la majorité de vos électeurs et de vos dirigeants se préoccupent davantage de protéger leur retraite et leur épargne que de prendre des risques pour innover, le pays stagne. L'Allemagne est devenue allergique aux risques, tandis que les États-Unis lançaient des entreprises spatiales et que la Chine dominait la technologie des batteries. L'Allemagne continuait de perfectionner le moteur à combustion. Convaincus que le monde voudrait toujours ce qu'ils savaient faire, ils se sont installés dans l'excellence du passé et ont oublié que le futur ne demande pas la permission pour arriver. Ce vieillissement a engendré une bureaucratie qui est aujourd'hui un monstre hors de contrôle. Dans les années 60, l'Allemagne était synonyme d'efficacité. Aujourd'hui, c'est le royaume du papier et du tampon. Pour construire une simple antenne relais ou un tronçon de voie ferrée, l'État allemand peut mettre une décennie entre les permis, les consultations et les protestations de citoyens qui ne veulent rien voir changer dans leur voisinage. C'est la paralysie par l'analyse. Le pays qui a stupéfié le monde en se reconstruisant de ses cendres en 10 ans après la guerre est aujourd'hui incapable de numériser son administration publique. En plein air de l'intelligence artificielle, de nombreux bureaux gouvernementaux allemands communiquent encore par fax. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est le symptôme d'une société qui a perdu son agilité parce que son sang n'est plus jeune. Mais le problème démographique a un côté encore plus sombre, le vide de talent. L'Allemagne a désespérément besoin de centaines de milliers de travailleurs qualifiés chaque année, simplement pour que ces usines ne s'arrêtent pas. Et c'est là que l'erreur politique réapparaît. Pendant des années, Berlin a pensé pouvoir combler ce vide avec des politiques migratoires qui, sur le papier, semblaient humanitaires, mais qui, en pratique, n'étaient pas conçues pour les besoins d'une puissance industrielle. Ils ont attiré des millions de personnes, mais n'ont pas réussi à les intégrer au cœur productif du pays. Le résultat est un choc social qui fracture la stabilité politique dont ils étaient si fiers. Aujourd'hui, le pays est divisé. Le mécontentement social grandit et les extrêmes politiques gagnent du terrain parce que la classe moyenne sent le sol se dérober sous ses pieds. Lorsqu'une nation perd sa démographie, elle perd sa faim. Les pays jeunes commettent des erreurs, mais ils bougent vite. Les pays vieux, comme l'Allemagne actuelle, analysent leurs erreurs jusqu'à la satiété pendant que le monde les dépasse par la droite et par la gauche. Ce manque de dynamisme explique pourquoi l'Allemagne n'a vu naître aucune entreprise technologique d'envergure mondiale au cours des 3 dernières décennies. Ils sont restés piégés dans la mécanique du XXe siècle alors que le XY est numérique. C'est douloureux à voir. Le pays des Einstein et de Planck est aujourd'hui à la traîne en matière d'innovation logicielle, perdant la bataille de la voiture électrique et voyant ses ingénieurs les plus brillants traverser l'océan vers la Silicon Valley parce que chez eux ils ne trouvent que des obstacles et une pression fiscale qui les asphyxie. La pression fiscale est l'autre grand clou dans le cercueil. Pour maintenir un système de protection sociale gigantesque au sein d'une population qui ne cesse
De vieillir, l'État allemand doit presser les quelques jeunes travailleurs qui restent. L'Allemagne a l'une des charges fiscales les plus élevées au monde. Si vous êtes un jeune, talentueux avec l'envie d'entreprendre, et l'Allemagne vous punit avec des impôts très élevés et une montagne de démarches avant même que vous n'ayez vendu votre premier produit. Que faites-vous? Vous partez. Et avec chaque jeune qui s'en va, l'Allemagne perd non seulement un travailleur, mais aussi les familles et les idées de demain. C'est un cercle vicieux de décadence, moins de jeunes, plus d'impôts pour entretenir les aînés. Ce qui fait fuir davantage de jeunes, obligeant à augmenter encore les impôts. Le résultat est un pays qui se sent fatigué. Si vous marchez dans les rues de Francfort ou de Berlin, vous ne percevez plus cette énergie vibrante d'une nation en train de se construire. Ce que vous percevez, c'est une infrastructure qui commence à faillir. Les fameux trains allemands, qui étaient autrefois comme une horloge suisse, subissent désormais des retards constants par manque des investissements et des entretiens et un sentiment que les meilleurs jours sont derrière eux. Allemagne est aujourd'hui comme un vieil aristocrate qui porte encore ses plus beaux habits, alors que le toit de son manoir s'effondre. Elle a l'argent accumulé par des décennies de succès, certes, mais elle n'a plus la vitalité pour réparer les fuites. Cet effondrement humain est ce qui rend la crise énergétique définitive. Si l'Allemagne était un pays jeune et dynamique, elle se serait adaptée à l'absence de gaz russe par une révolution technologique en quelques mois. Mais une société vieillissante ne révolutionne pas. Elle essaie seulement de résister et de colmater les brèches. Il tente de sauver une industrie lourde du siècle dernier avec une main-d'œuvre qui part à la retraite et une bureaucratie qui déteste le changement. C'est une bataille contre la biologie. Et c'est une bataille que personne n'a jamais gagnée. Le moteur de l'Europe ne manque pas seulement de carburant. Il manque de pièces de rechange. Et pendant que les politiciens à Berlin débattent de but et des réglementations climatiques, le temps continue de jouer contre eux. La véritable tragédie de l'Allemagne n'est pas qu'elle manque d'énergie. C'est qu'elle manque des Allemands capables d'imaginer un avenir différent de celui de leurs parents. Ils ont créé un système si parfait et si rigide qu'il est devenu incapable d'évoluer. Et dans la nature, ce qui n'évolue pas meurt pendant des décennies. Le reste des pays européens a vécu avec une certitude gravée au fer rouge, peu importe ce qui arrive, l'Allemagne sera toujours là pour nous sauver. C'était le grand frère responsable, celui qui avait des comptes sains, celui qui prêtait de l'argent pendant les crises et celui qui achetait nos produits sans poser de questions. Mais que se passe-t-il quand le sauveur a lui-même besoin d'être sauvé? Nous entrons dans le 4e acte de cette tragédie et cette fois, l'ombre ne recouvre pas seulement Berlin, mais s'étend sur Madrid, Paris, Rome et Varsovie. La chute de l'Allemagne n'est pas un événement isolé. C'est le premier domino d'une rangée qui menace de faire s'écrouler tout l'édifice de l'Union européenne. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut regarder l'Europe non pas comme une carte de nation, mais comme une immense chaîne de montage. Imaginez une usine de composants automobiles dans le nord de l'Espagne ou une usine de machines dans le nord de l'Italie pendant un demi-siècle. Le succès de ces familles dépendait d'une seule chose, que le moteur allemand continue de rugir. Si l'Allemagne fabriquait des voitures, l'Espagne fabriquait les sièges et l'Italie les pistons, nous étions les rouages d'une machine parfaite coordonnée depuis les bureaux de Stuttgart ou de Munich. Mais aujourd'hui, ces bureaux envoient des courriels d'annulation quand l'industrie lourde allemande décide de fermer ses portes ou de délocaliser sa production aux États-Unis parce qu'elle ne peut plus payer son énergie. Ce ne sont pas seulement des emplois qui se perdent dans la vallée de la Ruhr, ce sont des économies de millions de personnes à travers tout le continent, qui ne parlent même pas allemand, que l'on détruit silencieusement. Et l'Europe a commis l'erreur de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et l'efficacité allemande, nous nous sommes convaincus que l'Allemagne serait éternellement le moteur qui tirerait nos wagons, nous permettant de nous concentrer sur le tourisme, les services ou l'agriculture, mais un moteur qui se nourrit d'idéologie plutôt que de physique finit par serrer. Et quand ce moteur s'arrête, les wagons qui suivent ne s'arrêtent pas simplement. Ils se percutent avec une violence brutale. La désindustrialisation allemande est, en réalité, la désindustrialisation de l'Europe. Si le cœur industriel du continent cesse de battre, les autres organes commenceront à défaillir par manque d'irrigation économique. Il y a un aspect financier dans cette tragédie qui est particulièrement terrifiant et dont on parle à peine aux journaux télévisés. L'Allemagne est le principal contributeur net au but de l'Union européenne. C'est le pays qui apporte l'argent pour que des routes soient construites en Europe de l'Est, pour que les systèmes d'irrigation soient modernisés dans le sud ou pour financer les fonds de relance après les pandémies. Si l'Allemagne entre dans une récession structurelle, si sa base fiscale s'évapore parce que ses entreprises sont parties au Texas, qui va payer la fête européenne? Le système de solidarité continentale repose sur la richesse allemande. Sans elle,
Le projet européen devient une bagarre de bar pour les dernières miettes d'un pain qui est net. Plus cuit, mais l'impact n'est pas seulement économique. Il est politique et existentiel. Pendant des années, l'Allemagne a été l'encre de stabilité de l'euro. Les investisseurs du monde entier avaient confiance en notre monnaie parce qu'en fin de compte, ils savaient que la Bundesbank et la discipline allemande étaient derrière. Cette confiance est le ciment qui maintient l'euro uni. Si le monde commence à percevoir que le géant a des pieds d'argile, que son modèle énergétique est une chimère et que son industrie appartient au passé, la pression sur la monnaie unique deviendra insupportable. Nous ne parlons plus d'une crise de la dette dans un pays périphérique. Nous parlons de l'érosion de la confiance au centre même du système. C'est une ironie douloureuse de voir comment des pays comme l'Espagne ou la France regardent maintenant et l'Allemagne avec un mélange de surprise et de crainte. Lors de la crise financière de 2008, Berlin était le juge implacable qui exigeait austérité et réforme. Le professeur qui réprimandait les élèves du Sud pour avoir vécu au-dessus de leurs moyens. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est l'Allemagne qui vit au-dessus de ses moyens énergétiques, qui refuse de voir la réalité et qui entraîne les autres dans un abîme par ses erreurs de planification. Mais cette fois, il n'y a personne au-dessus de l'Allemagne pour imposer l'ordre. Le vide de leadership les sépare. Un géant blessé est le terrain le plus fertile pour le chaos. Cette situation alimente une tension sociale que nous pensions oublier au cœur de l'Europe, quand l'énergie coûte cher et que les emplois industriels disparaissent. Le contrat social se brise. Les gens commencent à chercher des coupables et à regarder leurs voisins avec méfiance. Le sentiment d'unité européenne, qui était déjà fragile, est en train de se fissurer sous le poids des factures d'électricité. Si chaque pays décide de se sauver par lui-même, si l'Allemagne commence à utiliser son peu de muscles financiers restant uniquement pour protéger ses propres entreprises via des subventions que les autres ne peuvent pas se permettre, le marché, comme un mourra, et avec lui disparaîtra la plus grande zone de paix et de prospérité que elle. L'histoire de l'humanité est connue. Nous devons être courageux et reconnaître ce qui se passe. Le modèle européen des 3 dernières décennies est mort. Ce modèle reposait sur 3 piliers qui ont volé en éclats: une défense bon marché garantie par les États-Unis, une énergie bon marché garantie par la Russie et des marchés ouverts garantis par la Chine. L'Allemagne était le pays qui savait le mieux naviguer dans ces eaux. Et c'est pour cela qu'elle a le plus gagné. Mais aujourd'hui, les États-Unis demandent que nous ayons notre propre défense. La Russie nous a coupé à l'approvisionnement et la Chine est devenue un concurrent féroce qui n'a plus besoin de notre technologie parce qu'elle est la copier ou dépassée. Et l'Allemagne découvre qu'être le leader moral ne sert à rien si on ne peut pas garder les lumières allumées. Et le reste de l'Europe découvre que dépendre d'un seul leader est une recette pour le désastre. Des pays comme l'Espagne, qui ont un potentiel immense dans les énergies alternatives mais qui manquent du poids politique de Berlin, se retrouvent piégés dans des réglementations conçues pour une réalité allemande qui n'existe plus. Nous sommes tous attachés à une encre qui coule. La question n'est plus de savoir si l'Allemagne va tomber, mais combien d'entre nous réussiront à lâcher la corde avant qu'elle ne nous entraîne vers le fond d'eau. La chute de l'Allemagne est la fin d'une illusion. L'illusion que nous pouvions externaliser notre sécurité, notre énergie et notre industrie et continuer à être les maîtres du monde. Le géant s'éteint. Et avec lui s'éteint une façon de comprendre la vie en Europe. Ce qui vient après est un territoire inconnu et dangereux, où la survie dépendra de qui sera capable d'admettre ses erreurs le plus vite. Pendant ce temps, le silence dans les usines allemandes continue de croître. Et ce silence est la bande-son d'un continent qui essaie de retrouver sans guide et sans moteur. Avant de refermer le livre sur le destin de l'Allemagne, nous devons nous poser la question la plus difficile de toutes: y a-t-il encore un espoir? Un géant qui a décidé de débrancher son propre support vital peut-il recommencer à marcher? Ou assistons-nous simplement au prologue d'une chute irréversible? La réponse ne se trouve ni dans les bureaux de Berlin, ni dans les tableaux Excel des banques de Francfort. La réponse réside dans la capacité d'une nation à se regarder dans le miroir, à ravaler son orgueil et à admettre que le chemin qu'elle a choisi en fanfare s'est avéré être une impasse. Ce dont l'Allemagne a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un nouveau plan de relance ni de subventions vertes supplémentaires. Ce dont elle a besoin, c'est aider une cure des humilités et aider un retour radical à ses racines. Pendant un siècle, le monde n'admirait pas l'Allemagne pour ses discours politiques ou sa supériorité morale lors des sommets sur le climat. Le monde l'admirait pour sa capacité à résoudre des problèmes impossibles grâce à l'ingénierie, la rigueur et l'audace. Pour se sauver, l'Allemagne doit cesser de vouloir sauver la planète au prix de sa propre destruction et commencer à sauver sa propre viabilité. Cela signifie accepter que la physique ne négocie pas. Cela signifie admettre que la fermeture des centrales nucléaires a été une erreur historique qui doit être corrigée, même s'il est tard.
et qu'une puissance industrielle ne peut survivre uniquement de vœux pieux et de brises marines. Pourtant, le changement le plus difficile n'est pas technique. Il est mental. L'Allemagne doit retrouver la fin qui l'a rendue grande. Cette étincelle qu'avaient les pionniers comme Karl Benz, Robert Bosch ou Eugen von Siemens. Ils n'étaient pas des bureaucrates soucieux de remplir des fax dans un bureau gris. Ils étaient des visionnaires qui comprenaient que le progrès exige du risque, une énergie abondante et une liberté féroce de créer. Aujourd'hui, cet esprit est étouffé sous une montagne de réglementation et une mentalité de retraité qui préfère la sécurité de la stagnation à l'incertitude de l'innovation. Si l'Allemagne ne parvient pas à réveiller sa jeunesse et si elle ne réussit pas ce que les talents voient à nouveau dans le nez ni un avenir et non un souvenir, alors le moteur de l'Europe finira à la casse transformé en une curiosité historique de ce qui aurait pu être. Cette histoire que je vous ai racontée n'est pas seulement celle d'un pays lointain avec des usines automobiles et des ciels gris. C'est un avertissement universel qui résonne dans chaque recoin du monde développé. Elle nous enseigne que la prospérité est un équilibre fragile qu'il faut des décennies pour construire, mais seulement quelques années d'arrogance pour détruire. Elle nous rappelle que lorsque les dirigeants des nations commencent à privilégier l'idéologie sur la réalité, c'est toujours le citoyen ordinaire qui finit par en payer le prix, le boulanger qui ne peut plus payer sa farine, l'ouvrier qui perd son poste parce que l'usine délocalise et le jeune qui sent que son propre pays lui a volé son avenir avant même qu'il ait commencé à vivre. La chute de l'Allemagne est le miroir dans lequel nous devrions tous nous regarder. Elle nous oblige à nous demander, commettons-nous les mêmes erreurs? Sommes-nous en train de sacrifier notre souveraineté et notre sécurité pour une illusion de confort ou de supériorité morale? L'énergie est le sang de la civilisation. Et si vous laissez quelqu'un d'autre contrôler votre flux sanguin, ou si vous décidez de vider vos propres veines au nom d'une utopie, ne soyez pas surpris quand le corps commencera à se refroidir. L'Allemagne est aujourd'hui le canari dans la mine. Son silence industriel est un cri d'alarme pour tout l'Occident. Revenez à la logique, revenez à la science, revenez à la réalité avant qu'il ne soit trop tard. En regardant en arrière, il est inévitable de ressentir une profonde tristesse. C'est la mélancolie de voir comment elle, une des cultures les plus brillantes de l'humanité, celle qui nous a donné la musique de Beethoven, la philosophie de Kant et la science d'Einstein, s'est laissée empêtrer dans un dédale de bureaucratie et de peur. Mais peut-être, seulement peut-être, le choc sera-t-il assez dur pour provoquer un réveil. Parfois, un géant a besoin de toucher le fond pour se rappeler qu'il a la force nécessaire pour remonter. La question est de savoir si l'Allemagne aura le courage d'admettre son erreur avant que la dernière usine n'éteigne ses lumières. Car au bout du compte, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le produit intérieur brut ou la valeur des actions ou des axes. Ce qui est en jeu, c'est l'âme d'un continent qui fut pendant des siècles le phare du progrès humain. Si l'Allemagne tombe définitivement, l'Europe deviendra un parc à thème du passé. Un endroit magnifique à visiter mais insignifiant pour l'avenir. Nous ne pouvons pas permettre que cela arrive. Nous devons apprendre de cette tragédie, disséquer chaque erreur et jurer que nous ne laisserons plus l'orgueil politique éteindre le moteur de nos vies. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de la crise allemande. Ce fut une traversée longue, sombre et riche en leçons qui n'apparaissent que rarement aux informations chez Histoire financière. Notre objectif n'est pas seulement de vous donner des chiffres, mais de vous aider à comprendre les courants profonds qui font bouger le monde, ceux qui restent souvent cachés sous la surface de la propagande et du politiquement correct. Nous croyons que la vérité, aussi dure soit-elle, est le seul outil dont nous disposons pour construire un avenir meilleur et plus libre. Si cette analyse vous a apporté une nouvelle perspective, si elle vous a fait réfléchir ou si vous pensez simplement que c'est une histoire que plus de gens devraient connaître, je vous demande une petite faveur qui compte énormément pour nous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. En le faisant, vous ne nous aidez pas seulement à continuer de créer du contenu de haute qualité avec cette profondeur narrative, mais vous rejoignez une communauté de personnes qui refusent de détourner le regard pendant que le monde change. Ne les laissez pas vous raconter seulement la surface. Ici, nous continuerons d'analyser les fissures du système, les chutes des géants et les opportunités qui naissent au milieu du chaos. Votre soutien est le carburant qui fait vivre cette chaîne et nous permet de continuer à raconter les histoires que d'autres préfèrent taire. Je m'appelle ton personnage. Et c'était Histoire financière. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à décrypter ensemble le plateau de jeu complexe du monde dans lequel nous vivons. À bientôt.